Bonjour, l'édition du 1er mai 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Lance Cubes de lutte, moi-même TJ Holiday. On est beaucoup aujourd'hui? Oui. On est beaucoup, oui. Un invité spécial, TJ, pour nous autres aujourd'hui? Oui. Dave, bonjour Dave. Non, je parlais pas de Dave, je parlais de Pierre-Luc Racine, un des 3 membres de Trois-Bières. Salut tout le monde, je pense que ça allait bien. Ouais. Yeah, cool. Dans le fond, vous êtes comme de Shield, mais en plus soft, c'est ça? On est comme des Union, mettons, là, où j'essaie de trouver le team de X-Pac puis Justin Incredible, mais il me vient pas en tête. Non. Moi, j'ai un... Ouais, X-Factor. Vous êtes plus comme les Main Street Posse, là, mais... On est les Street Posse, on peut être de Brood si tu veux aussi, c'est comme ça. Parfait. All right. Fait qu'on n'est pas... les gars habillés en vert on a vu juste une fois parce que c'était un petit peu bizarre leur gimmick de soldats un petit peu tout. Je pensais que tu parlais de la Spirit Squad. Ça me dérangerait pas. Non, de Truth Commission. Truth Commission, ça je cherchais en effet. Mais la Truth Commission a été là pendant longtemps quand même. Ah ouais, je crois qu'on avait juste vu une fois, puis après il y avait comme... Non, malheureusement, plus souvent que ça. Non, il était dans la guerre des stables dans le temps. Ah, crime plus populaire que Techno Team 2000. Ouais. Oui. Puis Eric Watts. Ouais. Oh, ben, assez de plaisanterie, là. Ouais. Pierre-Luc, toi, ça fait combien de temps que tu écoutes la lutte? Ben, tu m'en as parlé un peu hors d'onde, mais ça fait combien de temps que tu écoutes la lutte? Moi, j'ai commencé à écouter la lutte au moment où est-ce que le jeu WWF Raw est sorti au Super Nintendo, parce que c'est ça qui m'a rentré dans la lutte, en fait. C'est un jeu qui a été publié en 1995. Fait qu'à ce moment-là, moi, en tant que je suis né en 84, fait que j'avais peut-être 9-10 ans quand je suis rentré là-dedans. Et j'ai écouté la lutte, j'ai immédiatement accroché. Je trouvais ça vraiment cool, je trouvais ça vraiment incroyable de voir ces personnages-là que je voyais comme dans un jeu vidéo, les voir en vrai avec des tunes, Je trouve que ce jeu-là était vraiment, vraiment bien fait à plusieurs égards, à intéresser des gens à la lutte, puis ça marchait avec moi. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça pendant très longtemps. Puis en plus, j'avais l'âge qu'il fallait pour la Attitude Era, fait que ça, c'était vraiment magnifique. Je peux pas croire que il y avait du monde en haut de 14 ans qui écoutait ça à cette époque-là, parce que ça s'adresse tellement en enfant de 14 ans que je peux pas croire. Puis j'ai fait un petit break aussi quand je suis rentré à l'université. Fait que j'ai manqué le début de Ruthless Aggression. Puis depuis 1 an, je l'écoute quasiment plus, là, en fait, aussi. OK. Fait que j'ai commencé, mettons, en 2004, puis jusqu'à l'année passée, là. Je comprends pas pourquoi tu l'écoutes plus. Je sais même pas. Peut-être que je suis allé voir les 3 mêmes matchs les lundis soirs. T'écoutes-tu un peu la... TJ, c'est un grand fan puis un grand chum de Cody Rhodes. T'écoutes-tu la AEW? Faut que je m'y mette. Pour de vrai, ça a l'air niaiseux, là, mais on dirait que... il y a une affaire qui s'est passée aussi, que c'est dans l'année passée. Durant 1 an, j'ai écrit un livre qui va être publié le 12 mai. Fait que ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup de mon temps. Fait que j'ai vraiment dû faire des tris puis tout. Puis ce que je voyais passer avec la AEW, ça a vraiment l'air nice. Je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire... ils ont réussi... Une affaire qu'ils ont vraiment bien faite, c'est de capitaliser sur la frustration des fans. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon move. Moins bon move, c'est d'échapper Matt Hardy sur la tête puis continuer à... Puis c'est drôle, moi je trouve que c'était le meilleur move, ça. C'est de mauvaise foi. Ben non, mais si t'aimes les stables, c'est la bonne fédération. Oui, en effet, mais tu sais, il y a encore quelques critiques qui peuvent être appliquées à cette affaire-là que ce que je vois de loin. Ouais. Cependant, je trouve que ils font probablement les meilleurs rivaux que cette compagnie-là peut avoir. Si on compare, mettons, à la TNA pendant un bout. Pendant un bout, c'était vraiment nice parce qu'il y avait genre X-Division, puis parce qu'il y avait les knockouts qui levaient, c'était vraiment, vraiment nice. Puis après, il a fait « Hey, faisons comme dans le temps et scrapons la fédération avec le même monde qu'on scrapé la fédération d'avant. » Puis là, je pense que la AEW... Tu sais, Cody, son père, il était extrêmement... baignait beaucoup, beaucoup dans la créativité de la WCW. Puis une des erreurs que je pense que la AEW aurait pu faire, c'est de ressembler beaucoup trop à la WCW. Ouais. Heureusement, ils ont eu leur propre identité après un petit bout. Ouais. Puis ça a pris du temps, mais ils ont pris leur propre identité, puis ça, c'est cool. Ben, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à WCW dans le sens où ils signent beaucoup de lutteurs de l'autre fédération, mais ça, en même temps, je comprends pourquoi ils veulent le faire. Ils veulent attirer un autre bassin de monde, mais au moins, mettons un gars comme, je prends un exemple, un gars comme Big Show qui est rendu là-bas, lui, il lutte pas. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Je pense qu'il va lutter à un moment donné, mais s'il prend pas de spot sur le roster à chaque semaine, là, je suis d'accord, mais quand tu prends un spot sur le roster à des jeunes à chaque semaine, c'est peut-être là que je suis un peu moins pour cette fédération-là.
Ben, comme je te dis, je l'écoute pas assez. Je vois juste des choses passer. Je suis abonné au compte Twitter puis Instagram. Fait que je vois les choses passer pareil, mais genre, je me suis pas assez assis pour regarder. Tu sais, je me souviens quand que le premier Double or Nothing avait joué, j'en revenais pas. Je capotais tellement. Puis la pandémie hits, je deviens occupé. Puis là, je suis comme, ah, puis tu sais, à l'époque aussi, j'écrivais sur Balcourbe. Fait que c'est le fun. Tu sais, je pouvais comme être payé pour écrire sa lutte. Puis c'est vraiment motivant à la suivre. Et lorsque quelqu'un donne de l'argent en échange de 2000 mots sur comment Roman Reigns est mal booké. Puis, hey, wow. Mais ça, c'est dans le temps. C'est dans le temps. C'est ça. Nouvelle run-là, j'ai arrêté pour eux au début 2020, en fait. Fait que là, j'ai dû faire des choix. Puis ces temps-ci aussi, j'écris beaucoup plus qu'avant sur RDS Jeux vidéo. Fait que je joue beaucoup plus pour ma job. C'est quand même le fun, ça aussi. Ouais. Et d'ailleurs, récemment, il y a une semaine, j'ai publié un review d'un jeu de lutte qui était un hommage à WWF Raw, Retromania Wrestling. Puis dedans, il y a une couple de jokes de lutte dedans. On mettra le lien dans la description du podcast. On va pouvoir aller voir ça c'est sur RDS, hein, c'est ça? RDS Jeux vidéo, en effet, ouais. Puis j'ai écrit aussi un article qui parle de pourquoi est-ce que les jeux vidéo sont importants pour les fans de lutte aussi. Mon premier article ever, je pense. Mon deuxième, c'est ça. OK. TJ, tu veux-tu continuer ou tu veux que j'y aille avec... Mais, tantôt, tu parlais de WF Pro que tu as commencé à... un jeu qui t'a accroché. Tu te souviens-tu du commercial de ce jeu-là? Non, mais je l'ai retrouvé pour l'article, en fait. Je sais pas si j'ai pas mis dedans, mais je suis perdu dans YouTube. Là. Genre, pour de vrai, là, se perdre dans YouTube quand t'es un fan de lutte, là, c'est vraiment facile. Puis là, après, tu sont dans une loupe de top 10 de plein d'affaires. Puis là, après, il est rendu tard le soir. Puis ton propriétaire est comme, hey, mon loyer est rendu où? Là? C'est comme, mon loyer, même, il s'en vient bientôt, là, mais il faut encore que je regarde la fois où est-ce que. Écoute, un gros, le perdu contre Eugene, puis sa médaille est en jeu. Au pire, tu continues. Là. C'est ça, exact. Tu viens de voler mon gag, toi, là? T'es-tu plus un pro-face ou un pro-heel? Je suis un pro personnage le fun. Puis à la WWE, particulièrement, je trouve ce que les heels doivent faire, c'est avoir raison. Moi, je trouve que des méchants de lutte, puis des méchants de jeux vidéo, puis des méchants de comic book qui ont raison, je trouve ça super intéressant. Fait que, mettons, le Daniel Bryan écologique, c'est super bon. Ouais. Même Mohamed Hassan, qui était logique, c'était super intéressant. Je trouve que des bons méchants, tu sais, Magneto, là, dans X-Men, je le comprends. Tu sais, je le comprends. Puis il faut des méchants de même que t'es comme, ah ouais, tu sais, il vient vers le ring avec un but. Puis ce but-là, il est trop intense, mais il y a rapport, puis je peux comprendre un peu, versus comme Sheamus qui se pointe puis qui pète des gueules puis qui n'arrive pas encore à... tu ne comprends pas trop nécessairement son personnage après toutes ces années-là. Ouais. Fait que... puis je trouve que, c'est ça, le WWE particulièrement, je trouve que leurs faces ont tendance à avoir le même moule. Puis leurs heels, soit qu'il y a des heels monstres comme des dans le temps Bobby Lashley, puis tout cette affaire-là, puis Good Khali, puis Vladimir Kozlov, puis ces choses-là qui ont déjà été main eventer en passant aussi. Ils ont déjà main eventé. Fait que quand tu penses, c'est assez fou. Une affaire vraiment qui, pour moi, me sidère quand je regarde la fédération principale, c'est que, tu sais, maintenant, moi, j'ai fait mon cours d'auteur à l'École nationale de l'humour. Hein. Puis, ce qui est le fun avec ce cours-là, c'est qu'à la fin de la session, à ZooFest, on fait le show des auteurs, où est-ce qu'on présente nos sketchs qu'on a écrits dans l'année. Puis, on fait dans le dernier 6 mois. Puis, ce qui est le fun de ça aussi, c'est que moi, dans mon année, on avait 16 sketchs, on était 7 étudiants, puis j'en ai écrit le quart du show. Le quart du show était mes sketchs à moi, même si on était 7, fait que c'est vraiment cool. J'en avais comme 4 à moi. C'est comme il y en a qui en avaient juste un, puis tout ça. Je suis vraiment bon pour écrire ce genre d'affaires-là. Et c'est vraiment simple, écrire de la télévision. Puis écrire de la lutte, c'est super simple. C'est le personnage-là veut quelque chose, il ne peut pas l'avoir. Puis, dépendamment des moyens qu'il prend, il devient gentil ou méchant pour avoir ce qu'il veut. Mais l'affaire, c'est que cette fédération-là n'arrive pas à créer des personnages qui tournent autour de leurs ambitions. On ne sait pas pourquoi est-ce que Ricochet va se battre contre genre whatever. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il va vers le ring. Fait qu'après, ça devient top d'avoir un personnage qui est intéressant, puis après que tu peux construire dessus des niveaux, puis après même aussi une affaire pendant longtemps qu'il y a de la misère, c'est le changer. Ouais. Un personnage doit être modifié par ses pertes et ses victoires. T'es-tu comme TJ, toi, t'aimes-tu ça que le gentil à la fin ait la victoire? Je trouve ça, ça va dépendre. Ça va dépendre. Si le gentil est détruit par sa défaite, puis il va ailleurs après, je trouve ça vraiment mieux. Je trouve ça super intéressant. Tu sais, dans mon article justement sur Balcourbe, dans le temps que Roman Reigns, juste, tu sais, mettons, mon article, je pesais sur scène pour le publier, puis Pam, Roman pop, puis il y a leucémie, puis je suis bon.
Fait que là, genre, dans mon titre, t'as voulu que je fasse comme comment. Shame! Genre, j'ajuste un peu mon article, là. Mais mettons, si Roman Reigns, mettons, qui était invincible à l'époque, tu sais, imagine des affaires que son plastron est cassé, puis que Brock Lesnar le pète tellement fort que son plastron est casse, genre. Ouais, ça pourrait être cool. Tu sais, j'avais mis l'image du bouclier de Captain America qui est cassé, là. C'est ça qu'il faut faire. Fait que, genre, je pense que quand un face perd, il faut que ça le change. Si ça le change, c'est intéressant. Si un face gagne, puis il perd à Mania, puis il revient pas, puis le lendemain, il arrive à Raw, puis Rapadoo! Je m'en crisse, ça donne rien, genre. Fait que, puis la même affaire pour le heel aussi. Si le heel, dans cette défaite-là, il change d'allié, il change d'ambition, il change de tune, il change de costume, il y a quelque chose dans cette affaire-là qui est laissé derrière, puis qui évolue ce personnage-là. Moi, c'est ça que je veux voir plus que pro-face, pro-heel. Ouais. Okay. Le développement de personnages à WWE dans les dernières années, c'est pas ça qui fait, c'est pas leur force, mettons. Hein. Non, puis c'est bizarre parce que, tu sais, comme si tu regardes rapidement, là, pour moi, les meilleurs lutteurs plus marquants de ma vie, Stone Cold a évolué. Il y a eu des phases différentes. Il y a eu la phase du Watt que j'ai heureusement manqué, mais que je suis bien encore aujourd'hui. Il y a eu The Rock, Rocky Maivia, à The Rock, à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Chris Jericho, il a tellement évolué. Il est passé à travers plein de moutures. Même si CM Punk avait passé à être leader d'un culte, leader de Nexus. C'est pas tout le temps bon, pas tout le temps réussi, mais il y avait des modifications. Tandis que... Comment? Billy Gunn, lui. Billy Gunn est devenu Monsieur Q. Il est devenu Monsieur Q, puis il a gagné Survivor Series avec l'enthousiasme de Jim Ross, que si vous écoutez ça, vous pouvez voir qu'il est vraiment pas d'accord avec ça. Mais c'est ça. Mais pareil, au pire, il essaie des choses, puis ils reviennent après. Puis c'est vraiment important. Fait que, mettons, c'est ce qui fait que tu peux avoir un même stable de tag team qui se battent entre eux sans arrêt, mais si les dynamiques changent, si la fois où ils se battent à Backlash, c'est pas la même qu'ils se battent mettons, à Elimination Chamber, ben déjà là, c'est pas le même match tout à fait. WrestleMania Backlash, tu veux dire? Ouais, ben peu importe, genre, faut qu'à travers toute cette époque-là, qu'il y ait genre une forme d'évolution, là. T'aimes-tu ça, les titres pour les shows? Là, tout ce que TJ aime, je suis en train de te le poser pour essayer de le jabber. Là. Les titres, dans le sens que tu veux que le pay-per-view ait un nom spécifique, c'est ça? Ouais, ben tu sais, il y a tout le temps un sous-titre dans les dernières années, mais il y avait ça aussi, hein, TJ, dans le temps des... Ouais, mais c'est pas moins qu'aujourd'hui, là. Ouais, genre les Deadly Games, des affaires de même, là. Ah ouais, Survivor Series, Deadly Games. Backlash, Greatest Wrestling Match Ever, ou ben c'était pas... Extreme Rules, Eye for an Eye, pis affaires de même. C'est juste que il faut juste que l'histoire fit. Comme si tu fais Great Balls of Fire, ben je m'attends à voir du feu. C'est aussi ça. Si il y a Survivor Series, je veux un match de Survivor. Fait que, moi je m'attendais à voir Jerry Lewis pour Great Ball of Fire. Ben oui, crème, ramenez-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est plus ça. C'est vraiment, est-ce que la thématique fit? Ouais. Si ton pay-per-view s'appelle Revenge, puis il n'y a personne qui se venge de quoi que ce soit, je trouve ça vraiment bizarre. Tandis que, fait que c'est plus ça que moi qui m'importe. Mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a souvent, des fois, il y a des affaires comme genre LNSL, puis il y a un LNSL dedans. Mais ce qui arrive, c'est quand, mettons, t'as un LNSL qui s'en vient, tu te mets dans cette case-là, t'as pas le choix de le faire. Fait que tu vas faire de quoi, n'importe quoi qui va arriver avant le show pour justifier que tu as un LNSL, même si dans le fond, c'est pas organique, ça vient pas naturellement que le gars va être dans LNSL avec toi, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est LNSL qui s'en vient. T'sais. Non, c'est ça, puis une affaire que la WWE comprend pas nécessairement, c'est que tu sais, le LNSL match peut être pas pour le championship. Là. Ça peut être pour 2 personnes dans 4 qui sont plus capables d'eux autres. Puis ils sont plus capables au point où ça justifie le LNSL. Puis le match de championnat, il va être un match en guillemets standard. Puis dans quelques semaines, on fera un autre whatever qui va le mériter rendu là. Il faut que d'avoir un Jack Swagger contre Randy Orton dans un Hell in a Cell qui se passe rien. Là. Ben, Randy Orton a dit qu'il ne se passe jamais rien, oui. Un peu de respect, ça fait 19 ans qu'il est à la WWE aujourd'hui. Donc, ça fait 17 qu'il se tourne les pouces. Et là, ce que j'ai vu l'année passée, il s'est comme réveillé. Là. Ça, c'est le fun. On dirait que quelqu'un a mis dans son verre qui a redonné la passion de la lutte parce qu'il avait l'air vraiment d'un lutteur qui venait, un jobber qui vient puncher in, puncher out à sa job. Là. Mais l'année passée, son contrat finissait pas aussi. Je me souviens plus, peut-être que je m'arrêtais plus de suivre ça. C'était sa meilleure année l'année passée, je pense, de sa carrière. Là. Peut-être à part le fait quand il a fait Evolution, c'est sûr que ça lui a donné un gros push, là, mais sinon, c'était pas mal sa meilleure année. C'était quoi? Tu te souviens-tu de ton premier show que tu es allé voir en live? En live, c'était un house show. J'ai manqué genre full de matchs du Centre Bell / Centre Molson à l'époque, tout ça. Fait que c'est probablement c'est le Super Show
de 2004 ou 2006 là, avec Raw SmackDown l'un à l'autre à Montréal où tout le monde criait des insanités à Alita. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, des choses pas propres que je redirais pas aujourd'hui, mais Non, qu'à l'époque, c'est ça. j'avais crié volontiers. Ah ouais. C'est ça le qui est fun quand t'es dans un public comme ça, tu peux. Même le Watt, là, que t'aimes pas ça, t'aimais pas ça tantôt, mais si t'es dans une foule avec 25 000 personnes, tu vas le faire pareil, le Watt. Là. Moi, j'ai ça. Je suis genre vraiment contre. Je trouve Ouais, que, mettons, je trouve que la seule affaire qui est bonne du Thunderdome, c'est qu'il n'y a pas de Watt. Cette semaine, avec Ara, Cesaro n'aurait jamais pu avoir ce qu'il y a aujourd'hui. Puis bien shiny, comme fait lundi, c'était des calices de Watt. Imaginez la promo, est-ce que Roman Reigns puis son cousin commencent à se pleurer dans les bras puis à se crier en même temps, ça avait des Watts. Je trouve que les Watts ruinent la lutte quasiment. Genre, c'est vraiment fatigant, c'est insupportable. Vous avez tous. Mais ça dépend. Des fois, il y a des lutteurs qui n'ont pas ce traitement-là. Là, comme, quand c'est vraiment quelque chose que la foule veut voir, là, ils font pas les watts. C'est vraiment quand c'est quelque chose qu'ils veulent pas voir. Genre, mettons, exemple, les Bella Twins vont faire le même. Puis ils vont faire des watts de même. Hey. Ben, ça va aussi avec des lutteurs qui ont des accents la plupart du temps quand tu manques un instant. Ça vous touche plus. Ouais. Je trouve pas ça nice. Mm-hmm. Mettons, la dernière fois que j'ai vu, c'était à Montréal, je pense que c'est Andrade qui en a reçu. Ou, fait que tu sais, c'était comme, c'est ça, les deux qui laissent pas les autres d'autres places venir parler, là. Vous êtes vraiment crétins, là. C'est pas grave. À Star, lui, il y a Charlotte Flair, puis il est indépendant. Ouais, lui, il fait des wouh! Ouais, c'est ça. Wouh! Wouh, Charlotte Flair! Wouh! C'est le seul qui en fait. Non, c'est ça. T'étais-tu là au Montreal Screwjob? Non, je l'ai manqué, je te dis, je suis arrivé en vrai en 2004-2006. Je me souviens plus quelle année. T'es plus Brett ou Sean? My God. Sur le ring, Sean, dans la vraie vie, aucun des deux. Là. Genre, je trouve que comme c'est deux personnes gris, mais peut-être plus. Peut-être Sean semble avoir eu d'avoir plus évolué comme personne. Je pense que Brett continue à être un petit peu aigre et amer. C'est une façon que c'est pas. Il y a encore, les deux sont super pertinents, les deux sont vraiment fun en général. Sauf que c'est deux bons lutteurs à montrer à n'importe qui écoute la lutte. Qui ne connaît pas la lutte, montre-leur ces deux matchs-là, sont super bons. Je pense que Sean a été une grosse vidange qui a rendu tout le climat toxique. Puis ça, c'est vraiment, vraiment triste parce que ça a même paru au niveau du produit. Cependant, c'était mon lutteur préféré pendant un bout de temps quand j'étais jeune. Puis il était vraiment, vraiment flamboyant. Brett est ultra technique, mais je pense que je préfère Owen pareil. Ouais. Ah ouais, c'est un bon choix. C'est un bon choix, ouais. Mais je pense que Sean, overall, est meilleur, mais je pense que Brett, c'est pas mal. Je suis un peu vendu à Stone Cold, mais je pense que c'est un des meilleurs ou le meilleur champion qui a eu la ceinture WWE ever. Là, je pense. Brett, c'était vraiment un bon champion, d'après moi. Là. L'affaire avec Shawn Michaels aussi, c'est que, tu sais, oui, c'était un backstage, c'est un genre de trou de cul. On sait tous, là, les fois qu'il y avait avec lui. La clique. Ouais, mais in-ring, il était intouchable. C'est pour ça qu'il se permettait à l'extérieur du ring d'être comme ça, parce qu'il savait que peu importe ce qui arrivait, la situation arrivait dans le ring, qui était pour être au-dessus de tout le monde, no matter what. Okay. Chose qui devrait pas être non plus. C'est pas parce que t'es bon que tu peux agir comme un trou de cul non plus. C'est sûr, mais c'est des temps différents aussi. Là. Ouais. C'est clair. Ah oui, c'est pas comme si Randy Orton avait chié dans le sac de quelqu'un, puis c'est pas grave. Hein. Bon, Randy Orton, il n'y a pas de preuve. C'est pas comme si Randy Orton avait genre chaviré des chambres d'hôtel complet, puis c'est correct. Là. Non, Randy, il est bulletproof à cause de son nom de famille, puis qu'il a un héritage dans l'autre. Ça s'appellerait Randy White. Il était drogué, il était pas tout là. C'est pas de sa faute. Oui, c'est sûr. Arrête. Il y en a plein qui ont fait des conneries. Il y en a qui se stabbaient dans le backstage, puis ils ont goûté la semaine d'après. C'est pas grave. Ça se battait à coups de marteau, puis à coups de. C'est pas grave. Là. C'était normal dans ce temps-là. Parce que le monde est faible à cette heure, c'est ça le problème. Le monde est faible. Aussitôt qu'il y a un petit gag qui passe moyen, là, c'est comme « Oh mon Dieu, c'est une marde, cette personne-là! » Ça, c'est le fan numéro 1 de Roman Reigns en passant, Pierre-Luc. Roman Reigns, tu sais, genre, une affaire qui est plate avec lui, je trouve, c'est que depuis un an, ils ont réussi à leur virer de bord d'une manière intéressante, qui est vraiment cool. Mais ce qui était plate avant, c'est que c'est pas le dude, c'est vraiment comment ils l'ont casté. Ils ont fait un anti-casting inintéressant avec ce que lui-même vit en dedans de lui. Il n'arrivait pas à exprimer clairement comment est-ce que les auteurs voulaient qu'il s'exprime, puis ses émotions qui devaient transparaître. Puis la manière de lutter aussi qui le limitait. Fait que je pense vraiment que c'est pas contre le dude qu'on l'a hué puis qu'il y a eu des cancelled Blue Network, c'est vraiment contre le traitement du personnage, c'est d'autres choses. Parce qu'il était poussé beaucoup, beaucoup plus que le monde voulait. C'est genre le prototype John Cena, si on veut. C'est quand même, faut pas oublier non plus que c'est scripté les textes. C'est pas lui qui arrive de même et qui fait Suffering Succotash, des affaires de même. C'est vraiment
3 4 writers backstage qui donnent ça comme ligne, pensent ça bien comique, puis c'est ça que ça fait qu'il y a du backlash pour ça. Mais avec Vince qui sont sans l'humour étrange aussi, là, qu'on doit spécifier. Là. Mais t'as raison, mais tu sais, en même temps, Reigns, il l'a pas poussé trop vite, je pense qu'il l'a poussé trop tard. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, quand on gagne le Rumble, un an avant, on a accepté, là, on aurait tout trippé. Là. Je me souviens, je suis au bar avec mes amis, puis on est comme, oh my god, Roman Reigns gagne, on va capoter. Là. Fait qu'essentiellement, c'est qu'ils ont entendu un intro. Mais c'est drôle, c'est drôle de ça aussi, tu parles de ça, que quand il avait gagné le Rumble, Roman Reigns, l'année d'avant, c'était contre Batista à la fin, puis tout le monde cheerait pour Roman Reigns. Ouais. L'année d'après, c'est le contraire, il est arrivé, Roman Reigns a gagné le Rumble, puis tout le monde capotait dessus. Fait que... je sais pas si le monde cheerait pour Reigns ou bien bouait Batista plus. Il cheerait parce que c'était le dernier contre Batista. Là. Ouais, mais aussi. Arrêter Spike Dudley contre Batista, il y aurait cheeré Spike Dudley. Ouais, c'est ça, en même temps, Reigns était comme dans une belle lancée aussi. Genre, je pense que sincèrement, les gens, il y avait non seulement comme pas Batista, mais aussi Roman Reigns, ça serait hot, puis il avait bien paru dans Rumble, vraiment, ça paraissait bien. Là. Mais je pense qu'ils ont sauvé un peu sa carrière avec le heel turn aussi. Là. Absolument. Ils ont fait ce qu'il aurait dû faire avec Cena à un moment donné, quand que Cena était vraiment hot. Là. Mais en même temps, Cena, c'est un des seuls qui a resté face pratiquement après son. Il est arrivé en heel, mais quand il est allé face, je pense que c'est un des seuls qui est resté face tout le long de sa carrière après. Puis ça, avec du recul maintenant, je trouve que c'est quand même cool de te faire ruer tes faces, mais tu restes quand même à. Moi, je suis content. Je pense qu'une fois plus, une affaire qui a vraiment ennuyé à Cena, c'est que s'il avait été dans des bonnes histoires et non répété tout le temps les choses. Tu sais, mettons, John Cena, une affaire qui était vraiment plate, je pense, pendant 10 ans de temps, il perdait un match par année, là, de façon clean, je pense, contre un. C'est ça. Mais tu sais, Sorry, part-time, puis il a 40 ans, fait que c'est comme correct, là. Ouais. Mais, genre, une affaire qui était vraiment plate sur de John Cena, c'est que son personnage perd à Mania, en plus, il est dans la rampe, puis il est comme, qu'est-ce que ma vie va devenir? Puis des promos qui s'en viennent vers Mania de Miami, c'est comme, si je perds, c'est vraiment important pour moi. Si je perds, ça va changer ma vie, je serai plus jamais le même homme. Le lendemain, nouveau t-shirt, puis c'est encore le même homme, genre. Fait que je pense qu'une affaire qu'il aurait vraiment dû faire, c'est comme montrer comment est-ce que c'est un face qui travaille fort, puis qui n'arrive pas, tu sais. Une affaire que j'ai dit des fois sur Balcourbe, c'est que des streaks comme le Taker, c'est vraiment, vraiment nice, mais il y en a plusieurs aux streaks. Puis ça a des symboliques vraiment intéressantes. Évidemment, John Cena, il never give up. Fait qu'il force-le à give upper. Genre, imagine comment ce personnage-là, il peut rester face en ayant abandonné une fois parce qu'il ne pouvait plus. Ou il knock-out, puis là, après, ils font un match à l'affaire. Tu peux faire avec un personnage, même s'il est super puissant, passe à travers l'adversité. Superman, dans les comics, il est invincible, puis il vend des comics depuis longtemps, puis il y a des super bonnes histoires à travers ça. Fait que je pense que tu peux faire des bonnes histoires d'un face quasiment invincible, mais il faut que les matchs qu'il traverse, puis les épreuves qu'il traverse, ont un impact sur lui, puis qu'il réagisse à ça, alors que tout ce qu'il fait, c'est juste faire des blagues de première année à Vicky Guerrero. Ouais. Est-ce que parlant d'auteurs, vu que tu en es un, est-ce que tu es pour, toi, qu'il y ait des auteurs qui connaissent rien à la lutte? Non. Rien, non. Par contre, qui viennent d'ailleurs, oui. Je trouve que toutes les arts, puis moi je considère que la lutte comme étant un art, c'est quasiment plus proche du théâtre que du hockey. Ouais. Je considère que pour toutes les formes d'art, c'est bon d'avoir des artistes qui viennent s'inspirer de gauche puis à droite. Tu sais, nous quatre, j'imagine, on n'est pas tant des fans de théâtre. Là. Fait qu'imagine, genre, s'ils prennent une bonne pièce de théâtre, puis ils remplacent les lutteurs, tu sais, ils calquent par-dessus les lutteurs, que l'histoire est déjà bulletproof, là. Puis nous, on est comme, oh my god, on n'a jamais mis ça de notre vie. Puis, tu sais, ça va faire comme le Roi Lion puis Hamlet, là, où je sais pas trop, là, où était l'autre, je sais plus que le Roi Lion est copié dessus, là. Mais si on aime la lutte, on aime le théâtre en même temps, un peu, là. Ouais. C'est juste qu'on aime raconter comme ça. Ouais, c'est comme dire qu'on aime les romans puis les bandes dessinées, c'est genre un livre, mais c'est pas exactement la même forme d'expression. Fait que je pense vraiment que c'est une super bonne chose d'avoir des writers qui ont eu des séries télé, puis en plus, ces gens-là, ils sont habitués de dealer avec plein de personnages différents. Une affaire qui est super tough à faire. Puis, tu sais, mettons, je trouve qu'une affaire que Vince Russo faisait bien, puis surtout ceux qui ont suivi après, dont j'oublie le nom, c'est que la carte vivait dans le même univers. Ça, c'est tellement important. Je trouve que c'est ça qui faisait que la suite d'Era était hot. C'est que le monde, les lutteurs regardaient le show. Tu sais, genre, dans le sens que Spike Dudley allait voir APA, ben, il fallait qu'il tape sa porte en rentrant, sinon il se faisait bardasser. Puis si tout le monde est au courant du main event, des fois, il parle du main event en même temps, les choses viennent passer, il frappe aujourd'hui. Fait qu'il faut vraiment comme un milieu cohérent, puis un écosystème super aware de soi-même. Puis pour ça, il faut des auteurs qui ont de l'expérience. Puis l'expérience, ça se pogne
généralement ailleurs qu'à la lutte. Après, tu les amènes, puis là, eux, ils se font dire OK, mais le personnage-là, tout ce qu'il veut faire, lui, c'est faire le party, puis ses fans, ils appellent des lemons, les amis, ils appellent des lemons, puis sinon, t'es un rosebud, puis c'est tout. Puis OK, cool, on fait ça, avec un personnage qui est de même. Puis après, tu peux voir ton personnage qui, lui, s'appelle Santino Marella, puis telle affaire. Puis il vit dans le même monde cohérent. Fait que pour ça, il faut des auteurs qui viennent d'ailleurs, mais ils doivent connaître un minimum de lutte, ils doivent connaître les codes de la lutte, ils doivent connaître pourquoi est-ce que les gens perdent, pourquoi les gens gagnent, qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce que les choses signifient. Là. T'as-tu déjà pensé écrire pour la lutte? En début de pandémie, ils ont envoyé sur le site web de WWE, genre PR, là, il y avait une offre pour un auteur, puis je vais être comme asti. Je connais trop la lutte pour vouloir faire ça parce que ça me tente pas de travailler jour et nuit puis me faire scraper mon script à 1 heure du show par Vince McMahon. Genre, si Vince McMahon trépasse, je serais vraiment plus ouvert à faire un move par là-bas. Je demanderais à Trips. Ouais, je demanderais à Trips de s'arranger pour que... Je lâcherai un call. C'est ça. Fait que, mettons, mais une fois plus, il y a des super bonnes idées. Puis ce qui est pas en ce moment, c'est que tu as un vieux monsieur au top de ça qui est déphasé de la société. Il est déphasé de ce que les gens veulent. Ouais. Il y a quelque chose de très... La lutte a un côté très, très quétaine. Quand c'est assumé, c'est super bon. Puis l'affaire, c'est que Vince, dans sa vision du carnaval qu'est la lutte, il y a encore l'espèce d'idée que Braun Strowman doit être au top tout le temps. Il y a encore cette idée-là ancienne de faire des histoires qui, aujourd'hui... Hey, tu sais, il y a même juste 2 ans, là, lorsque ça prenait une demi-heure, à chaque Raw, tu avais une promo parade qui durait 30 minutes pour faire un match. 30 minutes, là, il s'en passe en... Ouvre n'importe quelle de télévision, là, en 30 minutes, là, il s'en passe en esti des affaires dans The Good Place. Là. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est pas la même époque. Dans le temps, tu pouvais ouvrir un Raw avec un speech de 20 minutes, puis pour vrai, t'es accroché. Là. Ben, il faut qu'il y ait de quoi de symbolique, ce speech-là. Fait qu'il faut que ce soit super épique ou... puis il te garde rarement. Fait que, tu imagines, tu sais, les Raw, SmackDown commencent à faire un match de lutte, puis on est comme, ah, mon Dieu, la lutte en partant, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, des fois, ça peut être ça, puis ce match commence, puis là, quelque chose arrive. Puis, il devrait aussi avoir, tu sais, à l'intérieur, quand je parle de la lutte, devrait être un univers, tu sais, en plus, c'est utilisé tout le temps le terme universe, mais devrait être un univers complet. C'est, garde les. Tu sais, mettons, moi, quand je book un show d'humour, je m'arrange pour que les humoristes soient des styles différents. Constamment. Okay. Fait que, mettons, genre, mon premier humoriste, lui, c'est un gars dynamique qui est un sure shot, il va ouvrir le show. Fait que si moi, en tant qu'animateur, je me plante ou que ça va juste correct, lui, il va arriver, il va tout gagner ça. Après, j'aime ça, des fois, mettre un artiste engagé en deuxième. Je trouve que là, on rit, on peut réfléchir un peu. Troisième, telle affaire. Fait que, je pense à ça vraiment quand je book. Puis c'est bizarre que la WWE, avant de booker un Raw, il compte pas le nombre de roll-up qu'il va avoir. Non. Fait que, tu sais, juste des choses de même, c'est vraiment impressionnant qu'une compagnie qui a ces budgets-là ne font pas ça. Puis ça, c'est extrêmement triste parce que, essentiellement, autant que j'aime les talents de la lutte, je pense que ce qui drive la bonne lutte, c'est les personnages puis leurs histoires. Je pense pas que l'attitude d'Era, même avec ces luttes, tu sais, les matchs durent 4 minutes, même gros max. Là. Ouais, c'était pas le meilleur match. Mais pourtant, là, c'est plus populaire. Fait que, imagine si tu fais un mélange des deux, puis c'est ça que, mettons, NXT avait il y a une couple d'années, c'était vraiment ça. Avant qu'ils mettent 2 heures pour comme Vince voulait. Ouais. Ouais, ben la formule 3 heures, c'est déjà trop long, à part pour un pay-per-view. Tu sais, 4 heures maximum pour un Mania, 4 heures, ça devrait être le maximum pour les 4 gros shows de l'année. 3 heures pour un pay-per-view normal, puis 2 heures pour un show hebdomadaire. Mais sinon, moi, je pense que sont juste rendus sur le pilote automatique. Là. Ben, absolument. Je trouve qu'il y a une affaire que tu viens de dire qui est super intéressante, c'est que c'est pas grave si tous les personnages sont pas tout le temps là chaque semaine. C'est ça, exactement. Ça fait que, tu sais, pas des part-time champions nécessairement. Ça les rend spéciales. Mais lorsque, mettons, Seth Rollins débarque une fois par mois, c'est comme, oh, crime, Seth Rollins, il est là, il s'est débarqué, puis là, oups, imagine qu'il perd contre Cedric Alexander, mettons. Là. C'est comme, oh, crime, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, après, il se passe de quoi que. Puis tu peux laisser tes lutteurs respirer, tu peux laisser tes lutteurs juste être sur la route ou faire travailler son personnage, se retrouver, faire des entrevues, tout ça. Définitivement. Puis en plus, il manque pas de personnages. Puis essentiellement, ce qui manque, probablement, c'est des ressources. Là, parce que ça s'écrit du 3 heures avec une bonne équipe, ça peut se faire. C'est beaucoup d'ouvrages. Mais ça peut se faire. Là. Tu disais quoi, Dave? Ils font beaucoup de l'argent pour ça. Là. Non, c'est juste en même temps, ils ont comme
Les autres, il y avait une formule qui marchait, puis ils se sont dit ça va toujours marcher. Ouais. Puis ils ont juste mis ça sur le pilote automatique, justement. Puis ça. Ouais, faut que tu évolues un peu, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, des fois, ça déraille un peu trop, puis le whoop, il le ramène. Puis là, OK, ça cause, c'est bon, ça continue. Puis là, mané whoop, encore, ça dérape. Mais une affaire, Ils je sont pense que toujours en train de le ramener, puis il Non. le ramène, mais. c'est que c'est Ça t'as raison, se Dave. tape En fait, ils le ramènent ou ils l'amènent à quelque part qui ne savent pas ça va où. Tu sais, une preuve de ça, c'est que pré-pandémie, pendant la pandémie, je peux vous souvenir, on a eu un lieu nouveau qui s'appelait Raw Underground, qui était ultra mauvais, mais que si ça a bien amené, là, ça aurait été vraiment cool. Imagine s'il y avait un propre champion ou s'il y avait genre quand c'est un tournoi à Underground, tu as la IC en haut qui t'attend, une affaire de même. Mais les autres, ils ont juste improvisé de quoi sans savoir pourquoi ils le faisaient. Ouais, fait que là, après, ils l'enlèvent. Puis là, après, ils nous font ça. Puis là, après, fait que t'as raison, Dave. Genre, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent des affaires. Puis si ça marche pas une semaine, ils vont la réessayer 2 semaines. Puis sinon, ils vont faire encore Lars Sullivan contre Lucha Under House Party. Puis à un moment donné, ça va marcher. Fait que là, OK, on a fait ce match-là enfin. Là, fait que là, OK, prochain coup, Ray puis Dominic en team contre Seth Rollins. OK, là, Ray et Dominic en team contre Seth Rollins et Murphy. Puis là, après, juste, c'est comme, hey man, vous avez aucune idée où vous en allez. Puis ça, c'est vraiment, vraiment décevant. Puis une fois plus, s'ils prenaient pas tout le temps les mêmes lutteurs chaque semaine, t'aurais pas les mêmes matchs chaque semaine. Ouais. Surtout que t'as le même qui gagne aussi quand c'est Rollins, on sait déjà qui va gagner. Une storyline de 8 mois, tout ça pour que l'autre Murphy retourne avec Rollins après. C'est des yeux qui revolent. Ouais, c'est ça. Mais avec le podcast, moi, j'étais plus un fan de l'Attitude Era en général, avec du recul. Mais depuis qu'on fait le podcast, on regarde beaucoup des vieux shows. Je les avais déjà vus, mais j'étais plus jeune dans le temps de la Golden Era. Mais je suis plus un fan de la Golden Era en faisant le podcast. Puis l'Attitude Era, c'était cool. C'était l'adolescence. T'allais à l'école avec tes chandails DX. Puis tu pouvais faire des sockets dans le dos de la professeure ou dans. Ouais, absolument. Fait puis que, genre, tu peux ouvrir tes premières bières comme Stone Cold, puis genre... Ouais. Ou ton jus de pêche, un des deux. Mais, 2 Coca-Cola, ça marchait très bien aussi. TJ, en 5e année, s'est fait pogner dans l'Attitude Era. TJ, conte ton histoire là, de Ben oui, c'était au Montreal Screwjob, j'y avais été, moi j'étais dans la foule pour cette soirée-là. Je pense que j'avais 9 ans. Puis je me rappelle, j'avais acheté un beau calendrier avec une photo de Sable dessus en petite tenue. Puis je l'avais amené à l'école, montré à mes chums, puis je me suis fait pogner par le professeur qui l'a amené au directeur. Fait confisquer le calendrier. Je l'ai eu le jour d'après, mais quand même. D'ailleurs, Sable à l'époque, en tant que Québécois, on devait dire Sable. C'est autre chose, là. Puis après ça, t'as fait un paint job sur le char marqué DX, c'est ça? Non? Moi, ça? Non, je pense qu'il est arrivé à son cours de notation avec 2 mains ici en noir. Là. Oh shit! Justement, parlant de c'est beau et tout ça, as-tu des divas préférées ou des lutteuses préférées? Gros fan de Lita et Trish. Okay. C'est ça qui me vient en tête immédiatement. Molly Holly aussi. Puis, je me souviens, à un moment donné, il y a une époque où est-ce que les lutteuses, c'est plus des lutteuses. Là. Puis, dans la traversée, il y en avait des bonnes. T'es comme, pourquoi est-ce qu'on voit pas Gail Kim plus souvent? Pourquoi est-ce qu'on voit pas Victoria plus souvent? Puis là, tu sais, je me souviens quand il forçait Victoria à danser. Puis Victoria, c'est vraiment pas une danseuse. Là. Genre, en fait, sexualisez pas elle, genre, s'il vous plaît. Non, elle veut pas, puis elle est pas bonne pour ça. Genre, personne n'est content là-dedans. C'est juste cringe. Puis, ça serait, j'ai envie de même, c'est mes premières qui me viennent en tête de même de l'époque. Là. Ouais, Attitude Era, c'était un cringe fest. Là. Ouais. Il y en avait en tabarnak du cringe dans Attitude Era. Là. Tu regardes même les promos, là, il y avait des estis de bons gars dans les promos, mais il y en avait des mauvais en calice. Ben même, si ça fait longtemps, j'ai écrit un two-parter là-dessus sur Balcourbe. J'ai comme écrit genre 6000 mots sur l'évolution des femmes dans la WWE. Puis moi, je trouve ça super important. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir quelque chose pour tout le monde dans la lutte. Je trouve que c'est une affaire qui est super important pour moi. Fait que je trouve qu'avoir des femmes à la lutte puis des bonnes femmes, c'est super. Ça, tout le monde gagne. Tout le monde gagne quand Becky a le nez en sang puis qui est comme fuck you, me te péter à la gueule dans la Jax. Tout le monde gagne quand ça arrive. Fait qu'on gagne bien plus de même que d'avoir NXT saison 3 où est-ce que des filles doivent embrasser Cody Rhodes puis Hornswoggle. C'est bon temps. Wow! Moi, j'ai été longtemps un gars qui aimait pas les matchs de filles du tout. Puis là, il commence à catch-up enfin que au level de ce que les gars font parce que
avant, ils se battaient comme des catfights, puis c'était des matchs qui étaient, comme, roulaient sur l'arbitre, ou étaient tout nus, ou whatever. C'était comme... J'ai jamais vraiment aimé ça, puis là, ils commencent enfin à lutter, finalement, là. Et l'affaire que je trouve triste, l'affaire que je trouve la plus triste dans toute cette histoire-là, quand tu penses que moi aussi, c'est le temps d'aller aux toilettes, là, quand le match de filles arrivait, c'est le symbole. Il faut aller aux toilettes, on va peut-être faire qui veut une nouvelle bière, tu sais, genre, c'est le temps de se lever et s'en crisser. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que, genre, c'est pas la faute des femmes, c'est la faute des dirigeants. Il manque pas d'histoire de lutteuse qui est comme, ah oui, on va faire ce spot-là, puis le promo, le match agent, il veut pas parce que ça pourrait faire paraître les femmes trop fortes puis les lutteurs moins forts. Parce qu'il faut que Viscera puis que Great Khali soient sur le roster, je sais pas trop. Fait que non, ce sera pas ton flip, non, vous ferez pas un bon match on purpose. Puis ça, c'est vraiment l'affaire qui me rend le plus triste, c'est que t'as beau blâmer les lutteuses qui essaient de faire. Tu sais, Caitlyn puis Layla, ils ont appris sur le tas, là. Puis Kelly ont appris sur le tas en esti, ces filles-là. Puis à ça, ils ont réussi à se débrouiller bien mieux que des lutteurs qui ont eu toute la formation de la FCW à l'époque, là. Tu sais, puis tout ça. Puis malgré tout, c'est elle qui s'est blâmée pour des dudes en arrière qui voulaient les faire mal paraître. Puis c'est ça que je trouve vraiment, vraiment affreux dans tout ça. Ouais, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'ils mettaient souvent des filles qui n'étaient pas prêtes. Absolument. C'est comme ça faisait mal paraître toutes les autres aussi, parce que là, tu dis, OK, j'ai regardé 3 matchs cette semaine avec des filles, les 3 étaient mauvais. Pourquoi j'en regarderais un 4e puis un 5e? Fuck that. Si je vais skipper, puis moi, regarder ça, je vais regarder voir dans un an si sont meilleurs. Puis c'est plate, mais c'est comme... Ils ne mettaient pas pour la bonne raison les matchs de filles non plus à la carte. À un moment donné, là, quand il y a eu le Women's Revolution, là, ils ont commencé à mettre 3 matchs de pay-per-view de femmes, puis ils le faisaient juste pour bien paraître. Tandis que si tu regardes WrestleMania cette année, Bianca Belair contre Sasha Banks était main event, puis ils méritaient d'être main event parce que les deux étaient au top de leur forme, puis ça aurait fait un meilleur main event que Bobby contre Drew. D'ailleurs, j'ai rien contre Bobby et Drew, mais je pense que Sasha et Bianca étaient meilleurs à ce moment-là que Bobby et Drew. Ils ont leur spot sur la carte, puis ils n'ont pas leur spot sur la carte parce qu'ils s'appellent, mettons, Charlotte Flair. Ouais, absolument, absolument. Puis, genre, c'est une affaire que la WWE doit comprendre vraiment, c'est que des femmes sont bonnes. Point. Surtout de nos jours. Puis à l'époque, il aurait pu en trouver des bonnes femmes. Mais l'affaire, c'est qu'il y a eu Trish. Fait que Trish, ça a été une mannequin qui a fini par apprendre à lutter puis est devenue bonne. Fait elle était pas bonne au début, elle, là. Hey, Christy, même pas au micro, même pas rien. Se croire l'évolution qu'elle a vécue. C'est phénoménal, là. Puis, à cause que ça s'est arrivé, eux, ils ont frappé le jackpot, ils ont trouvé la poule aux œufs d'or. Fait qu'ils se sont dit, ça marche de même. Quand j'ai poule, je veux juste dire la poule aux œufs d'or. Puis, fait qu'ils se sont dit, c'est ça la technique, la recette, c'est ça. On pogne les mannequins, on va mettre dans un ring, ils vont devenir bonnes à un moment donné. Puis, des fois, il y en a qui se débrouillaient à un moment donné à la fin, mais que ça venait pas pire. Mais à cause, puis tu sais, des lutteuses. Puis tu sais, une fois plus, là, Gail Kim est engagée parce que Jim Ross a dit que ça existait de la porn asiatique. Là. Fait que tu sais, c'est à quel point que Vince est comme. C'est pas cette histoire-là, là. Genre, c'est. Mais bref. Moi, je la connaissais pas, cette histoire-là. Ouais, genre, lorsque Gail Kim. Est-ce que Jim Ross a voulu engager Gail Kim? Vince McMahon a dit que personne ne voudrait fourrer des Asiatiques. Puis Jim Ross a dit non, il y a de la porn d'Asiatique qui existe. Puis là, Vince est comme ouais, des gens qui aiment ça, eux autres. Fait que là, engagé là d'abord. C'est vraiment pour ça qu'elle est engagée, là. Puis pas pour cette lutteuse. Et une super bonne lutteuse. Ben oui. Bon. Elle aurait pu être championne plus que ça. Elle aurait pu être au même niveau que Lita et Trish. T'étais peut-être un petit peu inférieur aux deux, là, parce que Lita était vraiment révolutionnaire avec son look. Là. C'était pas quelque chose qu'on voyait souvent. Trish, son évolution, le fait qu'elle était super, une modèle vraiment belle, puis que là, elle est capable de faire la job que les gars font. Là, c'était comme, wow, ça se peut, ça? Absolument. Puis Gail Kim était juste comme une lutteuse, point. Ben, je pense qu'il y a aussi peut-être qu'on ne l'a pas vu à son plein potentiel aussi. Peut-être qu'ils l'ont empêché de monter. On n'a pas vu, à part Trish et Lita, on les a pas vus. Non. Fait que c'est comme. À part, on avait des Santa's Little Helper match puis des choses comme ça. Là. Fait que, c'est ça. Des pillow fights puis des evening gown match. Puis... M'ennuie de Nicole Bass, moi. Nicole Bass. Nicole Bass, elle était cool. Mais tu vois, comme, une fois plus, tu sais, ces temps-ci, on est pogné avec Nia Jax, puis on va l'avoir Tamina jusqu'à temps qu'on meurt, on dirait. Là. Ouais. Puis le nombre de Nia Jax, le nombre de lutteuses que Nia Jax va blesser va continuer à exister.
Mais tu sais, s'il y avait des China et des Nickelback, moi je serais down d'avoir d'autres castings. Vraiment, Ouais. là. Je vais peut-être sonner méchant, mais c'est pas grave, je suis le heel du podcast. Je ferais Nia Jax contre Tamina dans un premier death match à WWE. Ouais, moi je fais dans un match, un genre d'élimination par troisième corde, puis au-dessus de là, c'est un trou noir. Comme ça, dans un trou noir, puis on ne voit plus jamais. Parfait, ça. J'adore ça. C'est rendu dark. Ah ouais, c'est rendu dark. Hey, On pourrait faire ça old school puis juste faire celui qui paye quitte la WWE. Ouais. Il est moins violent. Là. Ou Ah, un match de retraite d'Hogan qui revient 2 ans plus tard. Tu fais une double DQ puis les deux kits. On fait des matchs de retraite, mais de Terry Funk, comme ça, il y en a tout le temps. Oh boy. Pauvre Terry. Il était tellement hot. Absolument. Tu disais que tu aimes les personnages. Ça me ramène à une storyline qu'on s'est beaucoup astiné, moi et TJ, les dernières semaines. Qu'est-ce que tu penses de Bray Wyatt? Ben, j'ai pas suivi la dernière année, fait que je peux pas dire tant ce qui s'est passé. T'as pas vu les... Comme j'ai même, pour la première fois en je sais pas combien d'années, j'ai pas écouté Mania, là. Fait que tu sais, j'étais juste chez nous, ouais. Puis j'ai juste vu des tweets puis des statuts de monde qui sont fâchés après Alexa Bliss, cette affaire-là. Puis c'est tout ce que j'ai vu, puis j'ai fait comme, tu sais quoi, man, cette compagnie-là, j'ai aucune misère à croire qu'elle fuck up cette histoire-là. Là. Mais parlant de storyline, là, dans toutes les années que tu as suivi la lutte, là, y a-tu une storyline que tu as vue à la télévision pendant, que ce soit WWE ou n'importe quelle autre place, là, WCW ou peu importe? Y a-tu une storyline que tu as vue que tu trouvais vraiment dégueulasse puis que tu aurais aimé ça, genre, si tu avais le choix de rebooker toi-même, ça aurait été quoi? Ouais, vite en tête, ce qui me vient, c'est Nexus. Genre, je trouve que le pouvoir de Nexus était tellement cool. Je trouve que, une fois de plus, on parle d'une époque où est-ce qu'on est en 2006, je pense, puis 2008. 2010. 2010, c'est ça, 2010. Bref, on est dans plein de 10 ans qu'on est tanné, que tout se passe la même affaire tout le temps, que tout le temps le même qui est au top, que peu importe, que le show est pareil, les histoires, ils sont abandonnés en plein milieu, il n'y a rien vraiment qui me... Genre, ce moment-là, je vais me faire une blonde, puis je suis comme, hey, regarde la lutte, puis là, elle me dit c'est poche, puis je suis comme, t'as raison. Genre, tu sais, comme ça fait chier, c'est comme, crime, ça devrait être bon, mais c'est rendu de la merde. Fait que là, pour une fois, genre, tu peux avoir un stable dominant, ça aurait pu être vraiment, vraiment cool. Puis là, on met John Cena dedans, puis tout a chier. Je pense que cette histoire-là de Nexus pourrait être vraiment, aurait pu vraiment ramener plus de monde. Puis, une affaire que Vince comprend pas, puis que peut-être qu'il va comprendre, mais que ça commence, peut-être que la compagnie va comprendre sans lui, c'est que lorsque tout le monde tripe sur le héros, là, tu te ramasses avec des Hulkamania, puis tu te ramasses avec des Attitude Era. C'est ça qui se passe. Quand tout le monde tripe sur le numéro 1, là, puis c'est le numéro. Puis tu sais, quand tout le monde tripe sur le numéro 1, ça descend au 2, 3, 4, 5. Là. Fait que tu sais, quand mettons, on est dans un Royal Rumble où est-ce que le top 5, c'est genre Rikishi est là, puis on est content de voir là. Tu sais, c'est ça qui se passe, même si Rikishi, même pas dans la légende de la lutte, quand tu y penses, mettons, le top 10 lutteurs, mais on l'aime pareil parce que tout le monde shine bien dans cette histoire-là. Fait que je pense que vite de même, je changerais l'histoire de John Cena quasiment au complet parce qu'il y a vraiment, vraiment de nouveaux produits, puis on en subit encore les contre-coups aujourd'hui. Parce que je trouve qu'à cause de ça, il y a une légende au top, c'est lui, puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas réussi à bâtir autant de personnages qu'on aime en égal que lui. Puis ce qu'ils font, c'est qu'après, ils en élèvent un pendant un an. Braun Strowman gagne, il perd pas, puis après, c'est rendu un autre, puis c'est rendu un autre. Okay, tu parles dans le fond qu'il y a un vide entre le numéro 1 et les autres, là, c'est ça? En général, ouais, je trouve que c'est ça qui se passe là-bas. Fait que moi, je changerais l'histoire de John Cena au complet parce que c'est vraiment ça qui a amené la lutte sur une mauvaise route narrative pour moi pendant quasiment 10 ans. Okay. En même temps, s'il n'avait pas été là, on n'avait plus de produits. Là. Je pense que s'il avait été là, puis bon, il en aurait encore plus. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être mieux, mais je veux dire, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, il n'y avait pas de superstar, puis il n'y en avait pas qui avait du calibre assez pour être superstar, je pense. Ben, en même temps, il y avait Edge aussi qui était contre lui, qui était une calibre superstar. Edge, il était là, mais je veux dire. Aussi. Edge, ça a pris quand même du temps avant que. Ben oui. Je me souviens, quand j'ai commencé à écouter la lutte, je suis comme, il est rendu main event, lui. Le gars de Blood est rendu main event, quasiment, c'est comme ça que j'ai vu. Le gars de Edge et Christian. Ça a pris du temps avant que le personnage se développe assez pour être main eventer. Ouais. Mais tu sais, si on avait eu. Si Cena n'avait pas été là pendant ces 10 années-là, c'est ça. Je pense que ça aurait tombé là, encore plus boxé. Là. Genre le backbone. Ben, en fait, c'est. Parce qu'il est arrivé direct au moment où que les superstars se faisaient. C'était juste des petits gants bobettes, puis c'était pas mal ça. Là. Ouais. Il n'y avait rien d'autre que juste
du monde avec des noms. Les génériques, là, genre lutteur générique. C'est ça, c'était générique au bout, puis il n'y en avait pas qui avait le calibre pour essayer de le surpasser. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'il a été booké comme ça, dans le fond. Ben oui, en plus, il y avait tellement d'argent en marchandises, en famille, tout, mais je pense pareil qu'il aurait pu avoir tout le monde dans sa poche. Au lieu d'avoir juste les enfants et les femmes, en guillemets. Là. Mais ça, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir quelque chose de plus, mais tu sais, là, tu avais des superstars qui étaient vieillissantes, puis qui commençaient vraiment à perdre leur shine. Puis les nouveaux qui arrivaient, ils étaient drabes, ils étaient plates. Le seul nouveau qui avait quelque chose, qui avait un petit hit, c'était lui, genre. Fait que c'était comme. C'est sûr que. Tu sais, ça dépend pendant quelle année aussi. Puis, tu sais, mettons, en même temps, il y avait Chris Jericho qui est encore là, Shawn Michaels encore actif pendant un bout de temps. D'autre bord, Eddie Guerrero, bon. On peut pas c'est bien parti pour lui aussi. C'était des gars qui étaient déjà là, par contre, c'était pas des nouvelles superstars, c'était tout du monde qui s'appelait 10 ans et plus qui était là. Fait que t'avais personne autour pour les entourer. T'avais Randy Orton, mais lui, avec ses gars. Surtout en 2012, puis que Zack Ryder s'est pas enterré par John Cena, par exemple. Je pense qu'il aurait pu devenir la vedette incroyable aujourd'hui. En fait, je pense que Ryder. Il était over, très très over, mais je pense pas que ça aurait pu être un top guy, là. Non. Il y avait le physique, mais il n'y avait pas le micro, je pense. Pas la présence. Ouais, c'est ça. Hein? Mais Ryder, je pense qu'il est juste. Quand il essayait de se monter sur le net, je pense que ça a juste frustré le monde. Absolument. En arrière, parce que t'es comme, hey, comment ça, tu nous as pas parlé que tu faisais ça? Puis je pense que c'est à cause de ça qu'il s'est juste fait buried, là, parce que justement, c'est une affaire tellement corporate, la WWE, qu'il fallait qu'il en parle. Puis il n'en a pas parlé avant de sortir un produit qui avait le nom de WWE, puis le nom de son personnage, puis tout. Fait que je pense que ça a choqué le monde qui était les corporate, puis ça a juste comme fait chier son affaire. Mais même là, je pense qu'il était over parce que justement, les corporate ne l'aimaient pas. Ouais, ben, c'est une affaire que. Tu sais, même Daniel Bryan, la victoire de Mania 30, là. Les autres font semblant comme c'était prévu, puis fuck all. Là. C'est à cette époque-là, on était extrêmement. Puis l'affaire que la AEW a vraiment réussi à faire, c'est capitaliser une fois plus sur cette frustration-là. Parce que c'était pas prévu. Hey! La WWE, Vince est tellement un mad genius, là. Les côtés genre génie d'un bord, puis mad de l'autre bord. Rusev Day, genre tout le monde crie Rusev Day. La merch de Rusev est sold out sur le shop. Genre, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec Rusev? Dans le mid-card, pogné avec genre Summer Rae, puis dans un quatuor, dans un carré amoureux. Là. Il était pas américain, c'est tout ça. Ouais, ben, une fois plus, tu sais, je pense que ça arrivait des fois qu'à la WWE, il y avait des petits pics, tu sais, genre, je sais pas ce que vous pensez de Rusev, / Miro, mais, tu sais, mettons, ce gars-là, moi, je le voyais comme un gros joueur. Puis, ils l'ont pas laissé aller, ils l'ont pas laissé éclore comme il aurait dû. Puis, comme tout le monde, c'est une évidence, tout le monde veut ça. Et comme Vince se dit, non, c'est pas mon call, fait que manger de la merde. Puis, c'est un peu ça qui se passe. Moi, je changerais quelque chose, ça changerait l'ego de Vince. L'erreur avec Rusev, c'est qu'ils sont allés avec la maudite gimmick politique qu'ils font tout le temps. Là. Tu sais, le USC contre. Je sais que ça marche, puis que les fans, c'est des gros pros américains et tout. C'était correct contre John Cena pour la US title, mais après ça aurait dû le mener ailleurs que ça. Que juste dire, il vient pas des États-Unis, puis il est contre les États-Unis. Tu sais, on l'a vu souvent. Puis Rusev a beaucoup plus de talent que juste un gars de l'extérieur qui arrive. Puis que, tu sais, il a le micro, il a le physique. C'est un bon lutteur, c'est un gros gars, mais il est bon, il bouge bien. Il est rapide en estime, sa shape, c'est fou. Pour vrai, il est rapide, puis je sais pas. Mais tu sais, mettons, je trouve que cette affaire-là a duré pendant un bout, tant que Lana, puis il tripait sur Poutine, il y avait un moment, genre. Ouais. C'est très ill qui marche avec moi. Mais tu sais, mettons, tout le bout qui est Rusev Day, c'est vraiment, vraiment cool. Tu sais, quand il y a des chants, We want Lana, ben, crisser Lana à TV, c'est facile, là. C'est qu'est-ce que vous faites, là? Ton public te dit qu'est-ce qu'il veut, là. Puis genre, deux de ces mots-là, c'est je veux, là. Qu'est-ce que tu comprends pas, man? Là? Moi, je suis vraiment contre, par exemple, les coupes à télé. Là. Je trouve que ça met des barrières un peu surtout aux bons lutteurs ou aux bonnes lutteuses. T'sais, si la lutteuse, exemple, est vraiment bonne puis qu'elle tire un boulet puis c'est son mari, c'est plate parce que c'est son mari ou c'est plate parce que c'est sa femme, mais je trouve que ça nuit beaucoup à Rusev Lana, moi. Puis même à un moment donné, il aurait peut-être même dû, je sais qu'on n'est pas dans l'attitude era, mais moi je l'aurais super kické Lana puis ça aurait fini là.
Je suis d'accord qu'ils ont mal utilisé Lana, en fait. Moi, je pense que ça se fait des histoires de couples qui sont des power couples face, ça se fait des power couple heel, ça peut se faire, ça peut s'écrire. Cependant, ça ne doit pas tourner nécessairement autour de leur relation tout le temps. Ça peut être pareil, 2 contre 1, 1 contre 2, l'autre qui est là pour épauler l'autre, l'autre qui voulait accrocher quelqu'un, pogner mauvais bras, pogner mauvaise jambe, puis là, le couple commence à chicaner, des choses comme ça, des failles dans l'alliance. Puis c'est vrai que des fois, ils font que, comme le public sont au courant que le vrai couple existe, ça rend la chose un petit peu moins crédible. Mais je trouve qu'on s'en calisse. Tu sais, quand Vince a puni Lana puis Rusev parce qu'on a mis leur photo de fiançailles sur Instagram, c'est tellement fucking stupide. Là. On est en 2021. Là. C'est pas capable d'enlever ton anticipation as disbelief. Hey, on croit que le fat guy dans Parks and Recreation, c'est rendu maintenant le gars qui sauve la galaxie là, dans Marvel. On peut croire pas mal d'affaires. On est capable, on est un public. Ça marche. Ouais. Le kayfabe marche plus comme dans le temps. Il faut que tu vives avec le fait que tu peux plus vraiment cacher au monde des trucs. Fait que, mais tu sais, sinon... Hein? L'affaire, c'est qu'ils l'ont fait en défaillance. Ouais. Puis c'est ça qui leur a nuit. Mm-hmm. Parce que Vince il a dit fais-le pas, puis ils l'ont fait. Juste pour dire on l'a fait pareil. Ouais. Après ça, tu te demandes pourquoi ils te donnent pas ton push. Il t'a demandé une affaire, puis tu y remets dans la place. Une fois plus, je trouve que Vince, il est, je veux dire, dépassé par son temps, parce que ce serait une bonne idée de faire ce genre de choses-là. Tu sais, je me souviens m'emmener en 2013 peut-être, il commençait à avoir il allait appeler ça genre la Real Era, enfin dans même, genre ça s'en venait vers ça. Tu sais, le champion il va à Comic-Con, puis là, Alberto Del Rio débarque dans sa conférence, puis là, genre peut-être une promo au micro. Il allait comme avoir un peu plus de réalisme de ce sens-là à la lutte, puis je pense que ça serait vraiment cool de faire plus d'affaires de même que dans le ring nécessairement, puis je pense que la lutte gagnerait à avoir le pouls actuel aujourd'hui. Mm-hmm. Non, ça dépend toujours des situations. Absolument, ça c'est ça. Ouais. Tout peut être ruiné ou tout peut être élevé à whatever. Ben, c'est pas j'en veux changer de sujet, je voulais aller dire dans ta vie à toi, ton match préféré, c'est quoi? Parce que j'étais là, je vais dire Taker contre Triple H dans la cellule de l'enfer avec Shawn Michaels qui est l'arbitre à WrestleMania à Miami. Ouais, WrestleMania 32, je pense, c'était. 27-28. Ouais. C'est bien, t'as raison. Ouais. Tu jump le Billy Gunn, toi, là? Un peu. T'as-tu déjà... Au second, peut-être? Un match qui n'était pas dans la foule, mettons, c'est un peu parti pris. Vite de même, ça serait dans cette histoire-là, Taker chez Shawn. Genre, j'étais debout tout le long. Puis c'est qui est le fun, quand la lutte est bonne, quand l'histoire derrière la supporte, là, c'est la meilleure affaire sur la terre. Des fois, je l'ai dit de même, mais quand dans des mauvais moments, la lutte, c'est 90% mauvais. Mais le 10% qui est bon, c'est ça qui me reste en ligne. Ça me reste en vie, là. Genre, ça me fait réfléchir, ça me fait fantasmer dans le sens que ça m'amène dans des places de comme, oh my god, ils font-tu bien? C'est tellement cool. Je peux pas croire que Brent va gagner cette affaire-là. Qu'est-ce qui va arriver à l'affaire? Ça m'excite pareil dans la semaine de m'activer à même si 3 heures de merde, il y a une histoire le fun dedans. Ça me dérange pas de me le vivre, puis des fois traverser, avoir des petits moments de pépites d'or. Mais ils m'ont malheureusement perdu parce qu'il me manquait ça dans la dernière année. Mm-hmm. Ouais. Tu penses-tu que tu vas réécouter ça prochainement? Ou là, mettons, tu es occupé, mais si jamais tu as du temps, s'il y a quelque chose qui t'accroche sur Internet, que je sais pas, moi, il y a un gros match qui s'en vient, c'est quelque chose que. Je pense que tu vas complètement décrocher. Hein? Je dis AEW. Ouais, c'est ça. Une fois de plus, je devrais m'y mettre, en fait, à AEW. Sinon, probablement, je vais probablement regarder le premier Raw devant le public. Le premier Raw qui va être plein, là, genre pas comme distancé. Ça va être de l'espèce de folie pendant 2 mois de temps. Puis ça va être vraiment top aussi au niveau des créateurs. Parce que, tu sais, mettons, en ce moment, Reigns, il est heel, mais il va se faire acclamer, là. Il va se faire acclamer. Je pense pas qu'il va se faire acclamer parce que si la foule revient, mettons, je donne un exemple au mois d'août, Reigns va être encore champion, ça va faire quoi, 1 an et quelques. Puis là, le monde va faire comme il est encore champion. Tu sais, je vois des commentaires sur Internet. Reigns fait pas une bonne job. Hey, come on, là. Mais Reigns own the show en ce moment, là. Quand t'es chez vous, puis sauf que Roman Reigns est de la merde, puis après t'es rendu, t'as payé ton ticket, t'es entouré de monde qui crie, t'es content, je pense que t'embarques un peu plus dans le yes. J'espère. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est là. On va passer bientôt au quiz. Fait que, juste avant, t'as-tu déjà fait de la lutte ou t'as-tu déjà pensé en faire?
J'ai été gérant de lutteur, c'est tout ce que j'ai été. J'ai été gérant de Benjamin Toll à la NSPW. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai mis ma photo sur Instagram de ça. Puis je pense que j'ai quelque part une captation de ça. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. On venait en ville de Montréal, en fait. Puis la NSPW, c'est à Québec. Puis à Montréal, on est les méchants de Montréal qui font la Montreal Elite avec le M comme ça. Yeah. Ouais. Puis moi, je suis son gérant. Puis des fois, à Québec, dans la lutte, il y a un genre de racisme latent, mettons, puis des fois, il était pas certain que ça. Puis des fois, puis avec le sentiment anti-montréalais, fait que mon nom mon nom, c'était pour taper sur ces deux choses-là en tant que gérant heel. Fait que je m'appelais Enrique Bixi. Oh! Comme ça, je suis Enrique Bixi. J'avais mon t-shirt que c'est le logo du Ashton avec un gros genre ne pas dessus, là, un gros X, mettons. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Là, j'avais pris le micro, j'étais comme genre vos têtes sont vides, comme ça de Vidéotron, des choses de même. Là. Puis c'est vraiment cool. Puis c'est une affaire qui m'a vraiment surpris de ça, c'est que qui m'a vraiment, vraiment surpris, c'est que ça, je suis gérant autour du ring, là, puis je te promène, puis le monde m'écrit des shit, fait que j'écris des shit. Puis j'avais jamais vu un autre adulte être en crise à ce point-là après moi de toute ma vie. Je suis pas quelqu'un qui cherche querelle en général. Ouais. Fait que je suis pas en train de me faire des ennemis de cette façon-là, aussi violente verbalement, mais aussi intense. Tu sais, quelqu'un qui est comme retourne à Montréal, tabarnak, est-ce que genre, ils sont vraiment, vraiment intenses, c'est vraiment le fun parce que je sais c'est quoi être de l'autre bord de. Ouais. Je sais c'est quoi être de l'autre bord de la rampe, mais être de ce bord-là du côté des choses. C'était déstabilisant parce que j'avais jamais vu des gens en tabarnak aussi intensément après moi depuis genre mon enfance quand tu te bats avec ton frère là, puis que genre grosse bataille pour savoir qui est manette 1 là. Ce genre d'intensité-là, c'est ça que j'avais. Puis j'étais comme tabarnak, c'est donc bien heavy, genre c'est vraiment intense là. C'est un bon feeling. Ah ben c'est vraiment cool parce que ça veut dire que ça marchait. Ouais. Mais je me souviens être comme OK, genre c'est quelque chose là, comme une chance que j'ai comme Benjamin, ça va te lancer une bouteille d'eau dans la face après le match. On a vraiment été méchants avec le monde. Ouais. Puis après, justement, on est allé voir le gars puis faire hey, tu fais pas ça, même genre si t'aimes pas ça le match. Puis après, ça fait de l'eau à terre, quelqu'un pourrait glisser dessus. Puis non, on a vraiment été des méchants qui étaient super efficaces à ce point-là. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Benjamin, qui est un des amis de notre collaborateur Alfredo, justement. Peut-être qu'à un moment donné, on va le recevoir sur le podcast. Alfredo m'en avait déjà parlé. Benjamin est super, super cool. Puis, au passage, je veux dire que c'est des temps difficiles pour tout le monde ces temps-ci. Ici, dans le coin de Montréal, va sur le site Les Touriers, qui est la compagnie de Benjamin. Commande des pâtisseries sont super bonnes. Les pâtisseries, les croissants remplis de crème. Ils pèsent 15 livres, sont super lourds, sont super bons. Ça vaut vraiment la peine. Fait que lestouriers.ca ou .com, faites votre commande là, c'est super bon. Puis encouragez le temps québécois en même temps. Je commencerai un régime, mais je commencerai après la livraison. Commence après ou c'est ton cheat day sinon. Hey TJ, tu voulais prendre une petite pause de pipi, toi? Oui. Vas-y, pendant ce temps-là, je vais continuer avec Pierre-Luc. J'ai des questions rapides, rapid fire à y poser. Allons-y. On a parlé de Brett et Sean tantôt. Je vais te poser des questions. Je vais te nommer 2 affaires, puis tu me diras lequel des 2. Oh yeah! Rock ou Austin? La longue, Rock. La longue, Rock. Genre, pendant un bout de temps, j'étais comme, oh yeah, quand j'étais plus jeune, Steve Austin. Puis là, Steve Austin est devenu trop invincible pour moi. Puis c'était rendu plate, qui pète tout le monde tout seul. Il y avait des gauntlet matchs contre The Nation of Domination. Puis il passait même pas proche de Puis tu sais, une fois plus, tantôt quand je parle d'histoire dans même. Ça se peut que ton. C'est comme. Tu sais, les gauntlets avec Kofi Kingston qui sera en fin et on n'en revient pas. Ça, c'est un mot gauntlet parce que t'es comme, oh my god. Mais genre, Stone Cold, il commençait à mon avis à devenir trop invincible pour moi. Fait que, puis The Rock, il a eu ça en bout de temps aussi, évidemment. Mais je trouve que The Rock a évolué comme personnage. Puis plus que Stone Cold, mais les deux sont vraiment cool. Je trouve le meilleur moment, pour moi, mon meilleur The Rock of all time, c'était Nation of Domination, quand il est arrivé et qu'il a pris la place de Farouk. Là. Oui, cette bataille pour le pouvoir est vraiment, vraiment cool. C'était vraiment nice. Sinon, DX ou NWO? Ça va être DX, mais c'est juste parce qu'il y a eu... NWO, l'idée est meilleure et plus originale. Ça, c'est ça. Ouais. Mais ils sont perdus dans plein d'affaires différentes. Ils ont essayé de trop de... Tantôt, on disait... que Vince a fait l'idée, hey, une mannequin qui s'est luttée après, c'est tellement la meilleure affaire, il va avoir juste de ça.
on dirait que la fédération qui ont créé la WO ont fait comme créer la WO, c'est trop hot, faut le faire trop de fois, faut la décliner de plein de manières différentes, en faire une version latine, en faire une version parce que DX est resté sa propre affaire en général. Je pense, par contre, dans les deux cas, ils ont été ruinés un peu plus tard en amenant des vieux messieurs qui voulaient faire la même affaire qu'avant. Ouais. Fait que, mais par contre, moi, mes souvenirs de DX sont plus forts. Genre, je me souviens être comme. Tu sais, mettons, ça a l'air extrêmement bizarre, mais c'est l'époque. Tu sais, mettons, DX, ça faisait flasher des filles dans le crowd, mais je trouvais comme que c'est vraiment comme. Genre, je trouvais ça fucking impertinent et stupide. Ouais. En même temps, j'étais comme. C'est fucked up, ils ont ce pouvoir-là envers les gens dans le crowd. C'est fucked up. Là. Je trouvais ça vraiment hot. Comment est-ce qu'on était tous en train de faire des sockets à la maison. Tu sais, à ce temps, je fais le temps des two sweet à tout le monde aussi. Quand j'ai fait des posts récemment de. Il y a 1 an, même après 1 an de pandémie, quand on était full confiné tout seul, j'ai fait un post Instagram de moi qui fait un two sweet. Mettez vos doigts ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, gang. Fait que tu peux voir les shows que je suis invité avec mes amis qui animent. On fait des two sweet en montant sur la scène. Je trouve ça vraiment, vraiment cool comme symbole. Au Gala des Oliviers, j'ai fait un gif de moi parce que quand il a présenté 3 bières, moi et mon connateur, on a tous sweeté. Fait que c'est vraiment cool. Mais c'est tout ce qui me reste pour moi, la NWO, plus que DX. DX avait envahi la pop culture. Là. La lutte, c'est rassembleur aussi. Là, peu importe, quelqu'un qui a écouté la lutte au moins une fois dans sa vie ou, je sais pas, au moins 1 mois de sa vie, tu peux avoir une discussion qui pourrait durer des heures avec cette personne-là, même s'il n'est pas aussi cultivé niveau lutte que toi. Genre, c'est vraiment rassembleur. Ça fait des bons insides aussi, peu importe dans quel métier tu t'en vas après. Là. Ouais, vraiment. Puis, si on t'a vécu une période, la période, comme tantôt, tu disais faire des sockets à l'école, là. Tout le monde faisait des sockets à l'école. Genre, c'est croire que ça a envahi les cours d'école, genre, à quel point que c'est rendu comme. C'est aussi important que le gant de Thanos, où je suis pas trop aujourd'hui. Là. C'est rendu que ta prof d'anglais, elle monte sur le bureau et elle fait comme X-Pac avec sa langue. Puis ça, c'était cool aussi des Generation X, cette version-là. C'est que je trouvais l'affaire qui est top dans le stable, des fois, c'est que tout le monde ait leur propre affaire qui est ongoing. Puis autant que c'est cool que la NWO avait un t-shirt pour tout le monde qui était tout uni. Puis genre, quand tu vois qu'ils ont leur propre pay-per-view puis leur propre affaire, c'est des bonnes idées derrière ça. Mais ce que j'aime aussi d'une fédération de stable, c'est que tout le monde a sa propre affaire puis reste différent. Tu sais, X-Pac a sa propre tune, c'est une horreur, mais sa propre tune, c'est quand même hot. The New Age Outlaw, ils rentrent avec leur propre affaire. Fait que malgré tout, même si on est le grand fanion de DX, ils sont la propre chose. Puis j'imagine que leur Art Business n'ont pas réussi à faire ce genre de complexité-là. Ils n'ont pas eu le temps, en fait. Là. C'est ça. Fait que tu sais, même, je dirais, même autant que j'aime New Day, autant qu'ils n'ont pas encore vraiment réussi à distinguer qui est Xavier Wood de qui est Kofi. Là. Ouais. Au niveau de la personnalité, je veux dire. Ouais. À ce point-là. Là. Puis ma dernière question avant qu'on passe au quiz. Qu'est-ce que tu dis, CJ? Après ça, moi aussi. Une rapide je vais te laisser finir. La mienne n'était pas si pertinente. Allez-y, je me reste encore un petit bout. Sonny ou Sable? Sonny a été la femme la plus recherchée par AOL à l'époque et je comprends pourquoi. Moi, c'est comme demander dans Marianne ou Ginger dans Gilligan's Island. Et moi, je suis un gars de Marianne, fait que je suis un gars de Sonny. Mais elle a comme. Je me suis ramassé au party de Kevin Nash en plus à Miami sans le savoir. Puis Sonny était là, puis a signé ses feuilles. Je me promenais sur Sunset Boulevard, je pense le nom. Puis en fait, il y a beaucoup de monde là-bas. Allons-y. Puis en plus, c'est le genre de bar extérieur. Puis là, en allant aux toilettes, je m'en viens ultra pacté. Puis c'est vraiment bizarre parce que Miami, c'est comme South Beach, c'est comme une petite île. Là. C'est genre une île qui est comme grosse. Comme, mettons, tu prends le Vieux-Port de Montréal, mettons, ça fait plus grosse que ça. Mm-hmm. Puis là, pendant un week-end, tout le monde a des t-shirts de Brian Bryan, puis des shirts de lutte, CM Punk, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que là, c'est comme un dance floor de juste de gars qui ont des t-shirts de lutte, c'est super cool. Puis j'en ai, je vais aux toilettes, puis genre sur le bar, il y a Sonny qui est là, puis Sonny qui se ressemble de moins en moins. Là. Fait que je suis comme, c'est qui cette madame-là? Il me semble qu'elle me dit quelque chose. Puis là, je suis en train de sur la toilette, puis je suis comme, ah oui, c'est elle, c'est Sonny, t'as parlé. Sonny est là. Je suis comme, y a-t-il d'autres lutteurs ici? Puis finalement, elle est toute partie où je suis pas trop. Ça fait 10 ans qu'elle traîne la même photo, c'est pour ça. Ouais. Ça a mal viré pour Sonny. Mais ma question était meilleure, finalement, je vais la poser. Sonny ou Sable? Mais non, c'est une blague. Quel lutteur que tu aurais aimé voir lutter en live que tu n'as pas eu la chance de voir lutter? C'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de répondre, j'aurais mis moi avant parce que j'ai vu Michael à Breaking Point en 2010 puis j'essaie d'oublier ça. On était là, hein, TJ? Oh, on était là, ouais. Yes. Ouais. Avec la tune de Lynyrd Skynyrd qui est super plate, qui fait le tune thème de ce pay-per-view-là. Je te dirais que j'aurais aimé voir Razor Ramon.
en version genre. Imagine être là au upset devant toutes les kids, moi ça va tellement être cool à ce moment-là. Genre de comme être oh my god, puis c'est ça qui est bon de la lutte, quand il y a des upsets de même. Faut qu'il y ait oh man, faites perdre Braun Strowman contre Alexander, s'il vous plaît, c'est mon rêve. Mais ma question est tellement pertinente que je vais faire le tour. Moi, je demandais à Dave et à TJ c'est qui les lutteurs qui ont. Parce que je les connais plus, mais je suis quand même curieux de savoir en live les lutteurs que. Il peut être mort, il peut être retraité, peu importe. Là. Oui, c'est facile. Toi, c'est qui? Ultimate Warrior. Ah. Mais en même temps, c'est pas tant le meilleur lutteur de la Terre. Parce que... Non. Mais dans le fond, dans le sens, juste être là pendant qu'il fait son entrée, puis la foule, puis la tune qui était écœurante, puis arriver en courant comme un assis de malade, puis gagner en 2 minutes, là, ça aurait été parfait. Dave? J'allais dire Ultimate Warrior, mais je vais en trouver un autre. Je dirais. Attends un peu, je sais plus. Billy Gunn, tu l'as-tu déjà vu lutter? Ben oui, j'ai pas une photo avec, puis tout. Ah, ok, excuse-moi. Il est venu à Montréal, à la NCW, avec X-Pac. C'était quelque chose. Mais je pense que je vais dire Warrior aussi, juste parce que c'était mon préféré quand j'étais vraiment kid. Ouais. Puis juste de le voir ça arriver, ça aurait été fou. Là. Juste la toune. Quand il court, puis la foule qui capote. Là. Puis juste, même si je l'ai déjà vu, Taker, c'est tout le temps hot à voir aussi. Là. Je trouve que le premier gong de Taker est tout le temps incroyable. C'est autant que les feux de Kane pour moi quand il y en avait. Là. Genre, je sais pas si tu te souviens, être au Centre Bell puis être vraiment loin de l'entrée. Puis être comme, ouf, il fait chaud ici, là, t'as une drave de chaleur tellement que c'est hot. Je me suis déjà fait réveiller par les Pierrots de Kane. Ouais, c'est vraiment intense. Ça réveille encore les en d'accord. Bon, ben, on va passer au quiz. Oui. Le moment tant attendu. Attends, TJ, j'ai une question aussi. Ouais. TJ, t'as une question? Non, j'ai eu tantôt. Ok, parfait. C'était Sonny ou Sable, tu sais, quand je parlais de pertinence. C'est pertinent, là. OK. Fait que dans le fond, Dave va poser les questions. Vous avez 10 questions. Que le meilleur gagne. Le TJ a sa petite ceinture parce que tu sais, c'est TJ. Intercontinent quiz. Oh yeah, c'est cool ça. Fait que c'est moi qui vais choisir qui commence. Puis ça va être notre invité, Pierre-Luc, évidemment. Comment ça marche? Genre, si je l'ai pas, quelqu'un là, ou c'est genre... Ouais, droit de réplique à TJ si jamais... Il y a un droit de réplique, mais il y a juste un droit de réplique. Oui, exact. C'est un best of 10, dans le fond. Si tu pouvais me donner la date du show où Rick Rude a apparu dans les 2 shows en même temps. La date? La date, je l'ai pas. Genre, je suis même pas sûr de l'année, man. Genre, fait que... Vas-y, donne un guess au pire pour l'année. Là. Je vais dire, ça doit être en 97, puis je dirais genre novembre, là, mais... Non, c'est plus proche de l'été. Fait que je dirais comme été 2097. On va prendre un guess, là, le 14 décembre... le 27 décembre 97. C'était le 17 novembre 97. Puis tu restais avec novembre. Ouais, j'ai plus proche, finalement. Mais c'était plus pour souligner le fait qu'il avait été dans les 2 shows. Je trouvais ça bien cool. Ouais, c'est fou. L'autre jour, justement, popé sur YouTube. Fait que, c'est saignant comme première question. Ça, ouais, quand même. Hein? C'est top, ça. OK. La deuxième question. Qui était le dernier membre de la Nation of Domination? Ça, c'était TJ, hein? Ouais. On va dire Kama. Non. Owen Hart. Bonne réponse. Oh! C'est ça, Bob Achango. Il n'est pas une nugget, man. Hey, let's go, Pierre-Luc, on va te faire livrer la ceinture. Ben non, on peut pas. OK. À No Mercy 2000, qui est intervenu dans le combat de championnat entre Angle et The Rock? C'est qui en premier? C'est à toi, là. Triple H? Non, droit de réplique. The Rock et Angle, t'as dit? Ouais. Rikishi? Bonne réponse. Oh! C'était le premier... Ouais, c'est le premier titre de Kurt Angle en passant. I did it for The Rock.
Un des best heel turn ever. Ouais, c'est ça. C'est un bad man, OK? Ouais. OK. Question numéro 4, TJ. Qui a affronté le New Age Outlaws dans leur premier match de Raw? Leur premier match en équipe. Les Headbangers. Bonne réponse. Ouh! Il avait Qui est affronté... d'accord là? J'aurais comme genre dit Smoking Guns. T'as dit Smoking Guns? Ça peut pas Non, être Headbangers, c'est lui, les J'aurais dit genre Body Donas ou genre Godwins. J'avais feeling que c'est vraiment plus tôt. Non, c'était en 97. 97, ouais. Un peu Ouais. avant Survivor Series à Montréal. Mais juste avant ça, il avait fait un combat quand il était encore Rockabilly puis le Real Double J. Mhm. Ils ont fait un match contre Los Boricuas. Oh, pas Odie puis Miguel. Oui. Ah oui, mieux ça. Pourquoi je sais pas qu'on a ça? J'ai comme pensé aux Smoking Guns pendant un instant. Je me suis mélangé. Comme Ouais, c'est ça, c'est le même gars. Ouais, c'est ça. 2-1. OK. Question numéro 5, Pierre-Luc. Qui a affronté Kurt Angle dans son premier match à la WWE? C'était un Survivor Series. Facile, ça. Oh my god. Je sais qui a enlevé sa streak. Fait que ça doit être genre. Ken Shamrock ou Billy Gunn, j'ai en tête. Là. Je vais aller avec Billy. Parce que c'est qu'il est de lui à un moment donné. Droit de réplique. Sean Stasiak. Bonne réponse. Ok, j'ai vraiment. Ah, voilà. Ouais, Billy Gunn, Sean Stasiak, c'est pas si loin, je trouve. Ben non, Chier, là. Ah la merde. plus que l'autre. Toi, je te parle plus. Ok, parfait. OK. Qui a été le premier sacrifié de la Ministry of Darkness? Membre. Mhm. Qui a été le premier à être sacrifié? C'était qui, là? C'était à moi, hein? TJ, ouais. Median? Bonne réponse. Oh, C'est 4 ça. à 1. Je l'avais, crime. Median. Ah, elle était quand même assez facile, Ça vaut celle-là. ta marque, t'as fait commencer. Bon. OK. Question 7? Question 7, c'est à Pierre-Luc, c'est ça? Ouais. OK. Quelle était la stipulation du main event de King of the Ring 98? Si tu veux, je peux te donner les gars qui étaient dans le match. Là. Oui, s'il te plaît. C'était Kane puis Austin. C'est un pas Buried Inferno match. Non. Non, ah. C'était un First Blood match. Bonne réponse. Ah oui, c'est ça. Je sais que c'était un match qui est comme genre un des deux perdait de facto là. La selle est tombée pendant le match aussi, puis c'était Taker et Mankind qui sont venus intervenir aussi. Ouais. Oups, attendez une seconde. Le même soir que Mankind est tombé de la selle, en plus. Ouais, c'est Pas fou. chanceux. Ouais. Puis il était arrivé à la fin, c'est ça? Pour Ouais, intervenir. puis il a mangé un coup de chaise en face de Taker. Tabarnak. Have a nice day. Ouais, c'est ça. À Backlash 99, Oh, qui a affronté Mankind dans un Boiler Room match? Question Ocho. Je pense que c'est TJ, c'est ça? Ouais, TJ. Chaud. Bonne réponse. Tu m'énerves. C'est S'il bon, y je avait l'avais pas- pas, j'allais dire Kane. S'il n'y avait pas le COVID, je pense que j'interviendrais puis je donnerais un coup de chaise dans le dos en arrière. Ouais, j'ai le prix de toi avant, ça va pas dans le pantoute. OK. Question, Tu me numéro... laisses à la tête comme un épée. Question numéro 9. Nueve. À Unforgiven 99. Qui a été l'arbitre spécial dans le hardcore match entre Ivory et Luna pour le Women's Championship? C'est quand on parlait qu'il y avait juste Lita et Trish. Là. Ouais, hey, Luna Vachon, là, elle aurait vraiment pas être bonne en plus. Là. Ouais. Mon Dieu. Genre, c'est comme une affaire sûrement genre Goldust. Non, d'autres répliques. Ivory contre Luna, t'as dit? Bon Ouais. guess. C'était pas Tori? Non. Ah non? C'était Harvey Wimpleman. Quoi? Oui. Wow. Une petite curveball pour vous autres. Ben oui. Une petite balle coupe, ben oui. Une petite balle coupe, ouais, clin d'œil. OK. Donc, là, c'est qui? Là? C'est TJ? Yes! Ou... OK. À Fully Loaded 2000. Vous savez que c'est un nom bizarre. Oui. Quelle était la stipulation pour le match Rikishi contre Vol Venus? Pour la Inter, en même temps.
C'était à moi, là, ou c'était à lui? C'est à toi, je pense. Ah, ben, t'as attendu longtemps, je pensais que c'était à lui. C'est pas un cage match? Bonne réponse. J'allais dire Kiss My Ass. Il a fait son splash du top. Ouais. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Bon, ben. Écoute, j'ai fait plaisir de venir perdre avec vous. Félicitations, TG, une machine. Moi, j'ai aucune mémoire de cette affaire-là, pour de vrai. C'est correct. C'est plus facile quand tu regardes le quiz. On dirait qu'on les sait plus. D'habitude, là, quand c'est pas des challengers de l'extérieur, on a des choix de réponse tout le temps. Mais là, vu que c'est des choix des challengers, vous devez tester votre vraie valeur. Ben, c'est ça. Exactement. Ben, c'était super cool, Pierre-Luc. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous autres. Ben, merci à vous autres, gang. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment une belle heure et quart que j'ai passé avec vous autres. Fait que merci beaucoup. Partager ton amour pour la lutte. Yes, puis je vais vous dire à vous trois d'ailleurs et ainsi qu'aux auditeurs que vous êtes invités à acheter mon livre qui sort le 12 mai. Qui s'appelle Comment lâcher sa job de boîte et en parenthèse essayer de vivre de ses rêves. Parce qu'avant j'étais actuaire, puis maintenant je suis rendu humoriste-auteur, puis je parle de tous les changements que ça fait, puis c'est bien drôle, puis il y a la référence à la lutte en masse là-dedans aussi. Je parle de confection de costumes, je parle de pourquoi je suis pas lutteur dans la vie, je parle de comment est-ce que j'ai réussi à utiliser la lutte comme moteur dans ma création. D'ailleurs, vos auditeurs aussi peuvent venir sur le Patreon de 3 bières, sur Patreon pour 2$. Tu as accès au show La lutte. Fait 3 fois seulement. Lucha, la lutte. Avec Mike Patterson dedans, Benjamin Toll fait du stand-up, Urban Miles fait du stand-up. Il y a des super kicks, il y a un moment d'âme, il y a des chops. Fait que viens voir ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis Instagram, sinon, Instagram, comment ça, Pierre-Luc aussi, puis avec sur Facebook. Je vais mettre les liens dans le bio, de toute façon, ça va être plus facile. Cool. Mais allez sur la bio, puis suivez tout ça, gang, s'il vous plaît. Avant de quitter, on va, comme d'habitude, on n'a pas au début du podcast parce que c'était avec nous autres. Là. Ouais. Faut remercier notre commanditaire de l'émission. Ouais. Gourou. La boisson organique, biologique, québécoise depuis 1999 en vente dans tous les bons marchands de boissons. Yes, sir. Aussi, la CWC aussi. Oui, CWC, notre nouveau commanditaire. Justement, je vais l'afficher à l'écran. Il y a un claim sale qui s'en vient le vendredi 30 avril avec c'est avec Joe, ça, hein, c'est ça? Oui, manquez pas ça. Oui, fait que c'est ça. Puis notre segment entre deux collections, non très, très populaire. Ben oui, c'est bon. Qui va revenir bientôt. Là, entre deux collections, c'est un segment qu'on a commencé la semaine passée où moi et TJ, on dévoile quelque chose de notre collection de lutte qu'on a acheté, des figurines, des magazines, n'importe quoi, chaque semaine. Surtout quand il n'y a pas de quiz, on va dévoiler ça. Fait que, Marc, derrière toi, le Robocop, c'est l'original, c'est ça? Oui, c'est l'original. Okay, ouais. J'ai pas sur la version 2015, puis j'aurais dit comme, ce gars-là qui a vu le nouveau Robocop ne devrait pas faire confiance à sa collection. Non. Le nouveau Robocop. Non, faites-moi confiance. C'est tellement bon, Robocop, gang, en passant. Ouais, surtout le premier original. Ouais. C'est ça que je parle, le Robocop. Masterpiece. Hey, c'est pas entre deux films ici, là. Sinon, le podcast est disponible sur Apple, Spotify, Palo Québec, Podbean et bien sûr YouTube. Ouais, exact. Ouais. Il y a beaucoup de podcasts qui s'en viennent, le spécial Macho Man bientôt. Yes. Oui, il y a des geeks. They get the cream of the crop. Et c'est ça, suivez-nous sur Facebook et Twitter. Ouais. Marc est actif sur Twitter et moi sur Facebook. Ouais. Si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir que pendant longtemps, j'ai porté mon t-shirt mauve de Macho Man. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur plusieurs de mes photos du show, j'ai ce t-shirt-là. Puis j'ai arrêté de le porter à un moment donné parce que je suis allé au Terminal Comedy Club faire un show. Puis Colin Boudria, que je salue, il savait pas c'était quoi. Fait que là, il m'a dit, t'as juste à avoir un t-shirt qui est écrit dessus Macho Man, t'as l'air d'un gros crétin, arrête de porter ça. Puis là, j'ai fait, t'as bien raison. Fait que là, j'ai pu porter depuis ce temps-là. J'ai été lutte shamé. Ben moi, je sais ça a l'air que je ne veux pas apparaître pour un macho man. Je veux pas que le monde qui ne me connaisse pas la lutte pense que je suis un gros niaiseux qui se prend un t-shirt écrit macho dessus. Mais j'adore Macho Man. Vraiment, moi, j'aurais dû dire Macho Man, en fait, j'aurais dû dire lui. J'ai 2 mots pour Colin. Ouais. Merci Dave pour le quiz encore une fois. Yes, sir. Et merci encore à Pierre-Luc. Ouais. Merci à vous autres encore. Merci beaucoup encore à vous. Yes, sir, guys. À mon nom, à moi, ouais. Dave, Marc et Pierre-Luc, bonne soirée. Et ne pas me guérir sur Facebook. Salut. Salut. Ciao.